Les Hauts de Hurlevent. Émilie Brontë. Chapitre 31. Hier, le temps était clair, calme et froid. J'ai été à Hurlevent comme j'en avais l'intention. Ma femme de charge m'a supplié de porter de sa part un petit billet à sa jeune dame. Et je n'ai pas refusé, car la digne femme n'avait pas conscience qu'il pût rien y avoir d'étrange dans sa requête. La porte de la façade était ouverte, mais la barrière était fermée avec un soin jaloux, comme à ma dernière visite. Je frappais et j'invoquai l'aide d'Earnshaw, qui était au milieu des carrés du jardin. Il enleva la chaîne et j'entrai. Le gaillard est un aussi beau type de rustre qu'on puisse le souhaiter. Je l'ai examiné particulièrement cette fois-ci. Mais on dirait qu'il fait de son mieux pour tirer de ses avantages le moindre parti possible. Je demandai si M. Heathcliff était chez lui. Il me répondit que non, mais qu'il serait là pour dîner. Il était 11 heures. J'annonçai mon intention de pénétrer dans la maison et de l'attendre. Sur quoi, il jeta aussitôt ses outils et m'accompagna, en manière de chien de garde, mais non comme remplaçant de l'hôte absent. Nous entrâmes ensemble. Catherine était là, occupée à préparer des légumes pour le repas. Elle paraissait plus morose et moins animée que la première fois que je l'avais vue. Elle leva à peine les yeux pour me regarder et continua son travail, avec le même mépris des formes ordinaires de la politesse qu'auparavant. Elle ne répondit ni à mon salut, ni à mon bonjour pour la moindre manifestation. Elle n'a pas l'air si aimable, pensai-je, que Madame Dean voudrait me le faire croire. C'est une beauté, sans doute, mais ce n'est pas un ange. Earnshaw lui dit d'un ton bourru d'emporter ses ustensiles dans la cuisine. « Emportez-les vous-même, » répliqua-t-elle en le repoussant dès qu'elle en fut finie. Puis elle se retira sur un tabouret près de la fenêtre et se mit à découper des formes d'oiseaux et d'animaux dans les épluchures des raves. Je m'approchai d'elle, sous prétexte de regarder le jardin, et je m'imaginais être très adroit en laissant tomber sur ses genoux le billet de Madame Dean, sans être vu de Hareton. Mais elle demanda tout haut « Qu'est-ce que c'est que cela ?» et rejeta le papier. « Une lettre de votre vieille connaissance, la femme de charge de la grange, » répondis-je, ennuyé qu'elle ait révélé ma démarche obligeante et craignant qu'on pût supposer qu'il s'agissait d'une lettre de moi-même. En apprenant ce que c'était, elle aurait volontiers ramassé le billet, mais Hareton la devança. Il s'en saisit et le mit dans son gilet en disant qu'il fallait que M. Heathcliff le vît d'abord. Là-dessus, Catherine, sans rien dire, détourna de nouveau son visage, tira furtivement son mouchoir et le porta à ses yeux. Son cousin, après avoir lutté un moment pour refouler ses bons sentiments, sortit de la lettre de sa poche et la jeta à terre à côté d'elle, d'aussi mauvaise grâce qu'il put. Catherine la saisit et la lut avidement, puis elle me fit quelques questions concernant les habitants, humains et autres, de son ancienne demeure. Enfin, regardant vers la colline, elle murmura dans un monologue. « J'aimerais tant descendre à cette côte sur le dos de Minnie. J'aimerais tant à grimper par là. Oh, je suis lasse. Je suis comme une bête qui ne sort pas de l'écurie, Hareton. » Elle renversa sa jolie tête contre l'appui de la fenêtre, moitié bâillant, moitié soupirant, et tomba dans une sorte de mélancolie rêveuse, sans s'inquiéter de savoir si nous l'observions. « Madame Heathcliff, ai-je après être resté assis quelque temps en silence. Vous ne savez pas que je vous connais, et si intimement qu'il me semble étrange que vous ne veniez pas me parler. Ma femme de charge ne me lasse pas de m'entretenir de vous et de me faire votre éloge. Elle sera extrêmement désappointée si je reviens sans nouvelles de vous ou sans rien pour elle de votre part, sinon que vous avez reçu la lettre et que vous n'avez rien dit. » Ce discours parut la surprendre. Elle demanda « Plaisez-vous à Hélène ?»« Oui, sans doute, » répondis-je avec hésitation. « Vous lui direz que je voudrais bien répondre à sa lettre, mais que je n'ai rien pour écrire. Pas même un livre dont je puisse arracher un feuillet. »« Pas de livre ? Comment pouvez-vous vivre ici sans livre ? S'il n'y a pas d'indiscrétion à faire cette question. Bien que j'ai une vaste bibliothèque, je me sens souvent triste à la grange. Enlevez-moi mes livres, je serais réduit au désespoir. » Je lisais constamment quand j'en avais, mais M. Heathcliff ne lit jamais, aussi s'est-il mis en tête de détruire mes livres. Je n'en ai pas vu depuis des semaines. Une fois seulement, j'ai fouillé dans le fond de théologie de Joseph, à sa grande irritation, et une fois, à Hareton, je suis tombée sur une réserve cachée dans votre chambre, quelques volumes latins et grecs, puis des contes et des poésies. Tous de vieux amis ceux-ci. Je les avais apportés de la grange et vous les avez ramassés, comme la pie ramasse des cuillères d'argent pour le simple plaisir de voler. Ils ne vous servent à rien, ou bien que vous les avez cachés avec la mauvaise pensée que, n'en pouvant jouir vous-même, personne n'en devait jouir. Peut-être est-ce votre envie qui a conseillé à M. Heathcliff de me priver de mes trésors ? Mais la plupart d'entre eux sont gravés dans mon cerveau et imprimés dans mon cœur, et de cela, vous ne pouvez pas m'en priver. Earnshaw était devenu cramoisi pendant que sa cousine révélait ainsi ses accaparements littéraires. Il balbutia un démenti indigné pour repousser ses accusations. « Monsieur Hareton est désireux d'accroître la somme de ses connaissances, » dis-je en venant à son secours. « Ce n'est pas de l'envie,
mais de l'émulation que lui inspire votre savoir. Il sera très instruit dans quelques années. Et en attendant, il veut que je devienne une buse, répondit Catherine. Oui, je l'entends qui essaie d'épeler et de lire tout seul. Il fait de jolies bévues. Je voudrais vous revoir recommencer la lecture de Chevy Chase, comme vous faisiez hier. C'était extrêmement drôle. Je vous ai entendu, comme je vous ai entendu feuilleter le dictionnaire pour y chercher les mots difficiles, puis jurer parce que vous ne pouviez pas lire les explications. Le jeune homme trouvait évidemment un peu dur d'être raillé à cause de son ignorance, et d'être encore raillé parce qu'il essayait d'y remédier. J'avais une impression analogue, et, me rappelant l'anecdote de Madame Dean sur la première tentative qu'il avait faite pour dissiper un peu les ténèbres où il avait été élevé, j'observais. Mais Madame Heathcliff, nous avons tous débuté, et nous avons tous trébuché et chancelé sur le seuil. Si nos maîtres nous avaient méprisés au lieu de nous aider, nous trébucherions et nous chancellerions encore. Oh, je ne désire pas entraver ses progrès. Cependant, il n'a aucun droit de s'approprier ce qui est à moi, et de le rendre ridicule par ses grossières erreurs et ses fautes de prononciation. Ses livres, en prose ou en vers, me sont sacrés par d'autres souvenirs. Il me déplaît profondément qu'ils soient avilis et profanés dans sa bouche. Enfin, entre toutes les autres, il a choisi, comme par pure malice, mes œuvres favorites. Celles que j'aime le mieux à relire. Pendant une minute, la poitrine de Hareton se souleva en silence. Il était agité par le pénible sentiment de son humiliation et par la colère qu'il n'était pas facile pour lui de dompter. Je me levai, et, dans l'intention courtoise de soulager son embarras, je me mis sur le pas de la porte, à regarder la vue. Il se leva aussitôt et sortit de la pièce. Mais il réapparut bientôt, tenant dans ses mains une demi-douzaine de volumes qu'il jeta sur les genoux de Catherine en s'écriant « Prenez-les, je ne veux plus jamais en entendre parler, ni les livres, ni y penser. »« Je n'en veux plus maintenant, » répondit-elle. « Ils s'associeraient à vous dans mon esprit, et je les détesterais. » Elle en ouvrit un qui, manifestement, avait été souvent feuilleté, et lut un passage sur le ton traînant d'un débutant. Puis elle se mit à rire et rejeta le livre. « Écoutez encore, » continua-t-elle d'un air provocateur. Et elle commença de la même manière un vers d'une vieille ballade. Mais l'amour-propre de Hareton n'en pouvait supporter davantage. J'entendis, et sans le désapprouver entièrement, qu'il infligeait à l'insolence de Catherine une correction manuelle. La petite coquine avait fait tout ce qu'elle avait pu pour blesser les sentiments délicats, quoique incultes, de son cousin, et un argument physique était le seul moyen qu'il eut de balancer son compte et de rendre son dû à l'agresseur. Ensuite, il ramassa les livres et les jeta au feu. Je lus sur son visage ce qui lui en coûtait de faire ce sacrifice à sa mauvaise humeur. Pendant qu'il se consumait, j'imaginais qu'il songeait au plaisir qu'il lui avait déjà procuré, au triomphe, et au plaisir croissant qu'il en attendait. Et je crois deviner aussi l'aiguillon de ses études secrètes. Il s'était contenté de labeurs journalières, des rudes satisfactions de la vie animale, jusqu'au moment où Catherine avait traversé son chemin. De la honte d'être méprisée par elle, de l'espoir d'en être approuvé, étaient nées alors des aspirations plus hautes. Mais au lieu de le préserver du dédain et de lui attirer la louange, ses efforts pour s'élever avaient produit un résultat exactement contraire. « Oui, c'est tout le bien qu'une brute comme vous en peut tirer !» cria Catherine, suçant sa lèvre meurtrie et suivant avec des yeux indignes le progrès du feu. « Je vous conseille de vous taire maintenant, » répondit-il d'un ton furieux. Son agitation l'empêcha d'en dire plus long. Il s'avança vivement vers l'entrée. Je m'effaçai pour le laisser passer. Mais, avant qu'il eût franchi le seuil, M. Heathcliff, qui remontait la chaussée, le croisa et lui posa la main sur l'épaule et demanda « Eh bien, qu'y a-t-il, mon garçon ?»« Rien, rien. » Et il se sauva pour aller ruminer son chagrin et sa colère dans la solitude. Heathcliff le suiva du regard et soupira. « Il serait étrange de me contrecarrer moi-même, » murmura-t-il sans s'apercevoir que j'étais derrière lui. « Mais quand je cherche dans son visage les traits de son père, c'est elle que j'y trouve chaque jour un peu plus. Comment diable lui ressemble-t-il tant ? C'est à peine si je peux supporter sa vue. » Il baissa les yeux et entra dans un air pensif. Il y avait sur sa figure une expression d'inquiétude et d'anxiété que je n'y avais encore jamais remarquée. Il y paraissait amaigri. Sa belle-fille, en l'apercevant par la fenêtre, s'échappa immédiatement dans la cuisine, de sorte que je restai seul. « Je suis heureux de vous voir de nouveau dehors, monsieur Lockwood, » dit-il en réponse à mon salut. « Pour des motifs égoïstes en partie. Je ne crois pas que je pourrais facilement vous remplacer dans ce désert. Je me suis demandé plus d'une fois ce qui vous avait amené ici. Un simple caprice, je le crains, monsieur. Et c'est peut-être un simple caprice qui m'enchasse. Je pars pour Londres la semaine prochaine, et je dois vous avertir que je n'ai pas l'intention de garder Froscroche Grange, au-delà de 12 mois pour lequel je l'ai loué. Je ne pense pas revenir jamais vivre ici. Oh, vraiment ?
Vous êtes fatigué d'être exilé du monde, sans doute. Mais si vous venez plaider une exonération de prix pour une location dont vous ne voulez pas profiter, votre déplacement aura été inutile. Je ne renonce jamais à exiger de qui que ce soit ce qui m'est dû. Je ne suis venu plaider rien de semblable, m'écriai-je, fort irrité. Si vous le désirez, je vais régler avec vous sur le champ. Et je tirai mon portefeuille de ma poche. Non, non, répliqua-t-il froidement. Vous laisserez assez de gages derrière vous pour couvrir vos dettes si vous manquiez à revenir. Je ne suis pas pressé. Asseyez-vous et restez à dîner avec nous. Un hôte dont on est assuré de ne plus recevoir la visite trouve généralement bon accueil. Catherine, apportez le couvert. Où êtes-vous ? Catherine reparut, portant un plateau chargé de couverts et de fourchettes. Vous pouvez prendre votre repas avec Joseph, lui dit Heathcliff à part, et rester dans la cuisine jusqu'à qu'il soit parti. Elle exécuta ses instructions très ponctuellement, peut-être. N'éprouvait-elle pas l'envie de les transgresser ? Vivant au milieu de rustres et de misanthropes, elle est probablement incapable d'apprécier des êtres d'une classe supérieure quand elle en rencontre. Entre M. Heathcliff renfogné et taciturne d'un côté, et Hareton absolument muet de l'autre, je fis un repas assez peu réjouissant et pris congé de bonne heure. J'aurais voulu partir par le derrière de la maison pour jeter un dernier regard sur Catherine et pour ennuyer le vieux Joseph. Mais Hareton reçut l'ordre de m'amener mon cheval et mon hôte lui-même m'escorta jusqu'à la porte, de sorte que je ne pus satisfaire mon désir. Oh, la vie sinistre qu'on mène dans cette maison, me disais-je en descendant par la route. Quel joli roman, plus vivant qu'un conte de fées. C'eût été pour Madame Heathcliff, si elle et moi avions formé un attachement, comme le souhaitait sa bonne gouvernante, et si nous avions émigré ensemble dans l'atmosphère agitée de la capitale. Chapitre 32. En ce mois de décembre, j'ai été invité à dévaster dans le nord les landes d'un ami, et en me rendant chez lui, je me suis trouvé sans m'y attendre à une quinzaine de milles de Gimmerton. Le palefrenier d'une auberge au bord de la route tenait un seau devant mes chevaux pour les abreuver. Quand vint à passer une charrette d'avoine très verte, fraîchement coupée, il remarqua. « Ça vient de Gimmerton, pour sûr. Ils sont toujours en retard de 3 semaines sur les autres pour la moisson. » Gimmerton, répétai-je. Mon séjour dans cette localité n'était déjà plus qu'un souvenir vague, comme un rêve. « Ah oui, je sais. À quelle distance est-ce d'ici ? Peut-être ben 14 000. Par la montagne et une mauvaise route, » répondit l'homme. Je me sentais soudain poussé à revoir Froscroche-Grange. Il était à peine midi, et je pensais qu'autant valait passer la nuit sous mon propre toit que dans une auberge. Outre cela, je pouvais facilement prendre un jour pour régler mes affaires avec mon propriétaire et m'épargner ainsi la peine de revenir dans le pays. Après m'être reposé un moment, je dis à mon domestique de s'informer du chemin qui conduisait au village. Avec beaucoup de fatigue pour nos montures, nous arrivâmes à franchir la distance en 3 heures. Je laissai mon domestique dans le village et descendis seul la vallée. L'église grise paraissait plus grise, et le cimetière solitaire plus solitaire. Je distinguai un troupeau de moutons de la lande qui broutaient l'herbe courte sur les tombes. Le temps était doux, chaud, trop chaud pour le voyageur, mais la chaleur ne m'empêchait pas de jouir du délicieux paysage qui s'étendait au-dessus et au-dessous de moi. Si nous eussions été plus près d'août, je suis sûr que j'aurais été tenté de passer un mois dans cette solitude. En hiver, rien de plus lugubre. En été, rien de plus divin que ces vallons resserrés entre les collines et que ces tertres aux escarpements hardis, couverts de bruyères. J'atteignis la grange avant le coucher du soleil. Je frappai, mais à en juger par une mince fumée bleue qui montait en spirale de la cheminée de la cuisine, les habitants s'étaient retirés dans les locaux situés derrière la maison. Ils ne m'entendirent pas. J'entrai dans la cour, sous le porche. Une petite fille de 9 ou 10 ans était assise et tricotait. Une vieille femme, appuyée contre les marches cavalières, fumait sa pipe d'un air songeur. « Madame Dean est-elle là ?» lui demandai-je. « Madame Dean ? Non, elle n'habite point ici. Elle est là-haut, à Hurlevent. Est-ce donc vous qui gardez la maison ? Oui, je gardions la maison. Eh bien, je suis monsieur Lockwood, le maître. Y a-t-il une chambre où je puisse loger ? Je voudrais passer la nuit. Et le maître ? S'écria-t-elle tout étonnée. Eh ben, qui c'est qui se serait douté que vous alliez venir ? Vous auriez dû envoyer un mot. Y a pas un coin qui soit sèche et convenable dans toute la maison. Y en a pas un. Elle ôta sa pipe de sa bouche et entra avec précipitation. La petite la suivit, et j'en fis autant. M'apercevant vite que ses dires étaient exacts, et de plus que mon apparition inopportune lui avait presque bouleversé la cervelle, je lui dis de se calmer. J'allais faire un tour. Pendant ce temps-là, elle n'avait qu'à tâcher de préparer un coin dans le salon pour y souper, et une chambre à coucher pour y dormir. Inutile de balayer et de dépoussiérer. Je ne demandais qu'un bon feu et des draps secs. Elle parut disposée à faire de son mieux, bien qu'elle grattât le grill du foyer avec la balayette au lieu du tisonnier,
et qu'elle fût un emploi aussi peu judicieux d'autres ustensiles de ménage. Mais je m'en retirerai, me fiant à son zèle pour trouver, quand je rentrerai, un endroit où me reposer. Les hauts de Hurlevent étaient le but de l'excursion que je projetais. Une arrière-pensée me ramena sur mes pas quand je traversai la cour. « Tout va bien, Hurlevent » demandai-je à la femme. « Oui, pour ce que j'en savions, » répondit-elle, et elle disparut avec un poêlon plein de tisons ardents. J'aurais voulu lui demander pourquoi Madame Dean avait abandonné la grange, mais il ne fallait pas songer à la retarder dans une pareille crise. Je fis donc demi-tour et sortis, m'en allant sans me presser. Derrière moi resplendissait le soleil à son déclin. Devant moi se levait la lune dans sa douce gloire. Peu à peu, l'éclat du premier s'affaiblit, celui de l'autre grandit, tandis que je quittais le parc et que je montais le chemin qui bifurque vers la demeure de M. Heathcliff. Avant que je fusse arrivé en vue des hauts, il ne restait d'autre jour qu'une lueur ambrée diffuse à l'ouest, mais je voyais chaque caillou du chemin et chaque brin d'herbe grâce à ce clair de lune splendide. Je n'eus ni à escalader la barrière, ni à frapper. Elle céda sous ma main. Voilà un progrès, pensai-je, et mes narines en perçurent un autre. Un parfum de giroflée et de ravenelle se dégageait d'entre les rustiques arbres fruitiers. Portes et fenêtres étaient ouvertes, pourtant, comme c'est l'habitude dans les districts charbonniers, un beau feu rouge illuminait la cheminée. La jouissance que l'œil en éprouve rend supportable la chaleur superflue. La salle des Hurlevent est d'ailleurs si grande que ses occupants ont toujours largement la place de se mettre à l'abri de l'ardeur du foyer. Aussi, ceux qui s'y trouvaient pour le moment s'étaient-ils établis non loin d'une des fenêtres. Je pus, avant d'entrer, les voir et les entendre parler, et en conséquence, je regardais et j'écoutais, mu par un sentiment de curiosité et d'envie mélangée, qui s'accrut à mesure que je m'attardais davantage. « Contre » disait une voix douce, comme une clochette d'argent. « C'est la 3e fois que je vous le répète, Anne, que vous êtes. Je ne vous le dirai plus. Tâchez de vous en souvenir, ou je vous tire les cheveux. » « Eh bien, contraire, alors, » répondit une autre voix au timbre grave, mais un peu voilé. « Et maintenant, embrassez-moi pour m'être si bien souvenu. »« Non, relisez d'abord correctement, sans une seule faute. » L'interlocuteur masculin commença de lire. C'était un jeune homme convenablement habillé, et assis à une table, un livre devant lui. Son beau visage brillait de plaisir, et ses yeux avaient peine à ne pas se détacher de la page pour se porter sur une petite main blanche appuyée sur son épaule, qui le rappelait à l'ordre d'une bonne tape sur la joue chaque fois qu'il donnait de pareils signes d'inattention. La personne à qui appartenait cette main se tenait derrière lui, ses boucles légères et soyeuses se mêlaient par moments aux mèches noires de l'élève, quand elle se penchait pour surveiller le travail de celui-ci et sa figure. Il était heureux qu'il ne pût pas voir sa figure, car autrement, il n'aurait jamais été attentif à sa leçon. Et je me mordais les lèvres de dépit en pensant que j'avais laissé passer la chance de faire quelque chose de plus que de contempler sa beauté captivante. La leçon s'acheva, non sans autre bévue, mais l'élève réclama une récompense, et reçut au moins 5 baisers, qu'il rendit d'ailleurs généreusement. Puis ils vinrent à la porte, et, à leur conversation, je jugeai qu'ils allaient sortir et faire une promenade dans la lande. Je supposais que je serais condamné dans le cœur de Hareton Earnshaw, sinon par sa bouche, aux abîmes, au plus profond, abîme des régions infernales, si je laissais voir en ce moment ma malencontreuse personne avec la conscience de ma bassesse et de mon envie. Je me glissais par derrière pour chercher refuge dans la cuisine. De ce côté non plus, je ne rencontrais pas d'obstacle. À la porte était assise ma vieille amie Nelly Dean, qui cousait en fredonnant une chanson, souvent interrompue de l'intérieur par des paroles bourrues, sarcastiques et intolérantes, dont les accents n'avaient rien de musical. J'aimerions 2 fois mieux avoir leurs jurons dans nos oreilles du matin au soir, et ne point vous entendre en tout cas, dit celui qui était dans la cuisine, en réponse à un propos de Nelly qui n'était pas parvenu jusqu'à moi. C'est une pure honte que nous ne puissions ouvrir le livre sacré sans que vous en offriez les gloires à Satan. Il y a toute l'indigne perversité qu'il y a jamais eu sur la terre. Oh, vous êtes une vraie pop à rien. Et elle en est une autre, et le pauvre gars, il va être perdu entre vous deux, pauvre gars, ajouta-t-il en gémissant. Il a ensorcelé, j'en étais sûr et certain. Oh Seigneur, jugez-les, car il n'y a point de loi, ni point de justice en ce monde. Non, sans quoi nous serions assis sur des fagots en flammes, je suppose, répliqua la chanteuse. Mais taisez-vous, vieillard, et lisez votre Bible comme un chrétien sans vous occuper de moi. C'est le mariage de la fée Anne que je chante, un joli air. Il donne envie de danser. Madame Dean allait recommencer quand je m'avançai,
Elle me reconnut aussitôt et sauta debout en s'écriant « Dieu vous bénisse, monsieur Lockwood ! Comment avez-vous eu l'idée de revenir ainsi? Tout est fermé à Froscroche Grange. Vous auriez dû nous avertir. » Je me suis arrangée pour m'y installer pendant le peu de temps que j'y resterai. Je repars demain. Mais comment se fait-il que vous soyez plantée ici, Madame Dean? Racontez-moi cela. Zillah a quitté la maison et M. Heathcliff m'a fait venir ici, peu après votre départ pour Londres. Je devais y rester jusqu'à votre retour. Mais entrez donc, je vous en prie. Êtes-vous venu à pied de Gimmerton ce soir? De la grange, pendant qu'on y prépare ma chambre. Je désirerais régler mes comptes avec votre maître, car je ne pense pas en retrouver facilement l'occasion. Quel compte, monsieur? Dit Nelly, en m'introduisant dans la salle. Il n'est pas là pour le moment et il ne rentrera pas de sitôt. C'est au sujet du loyer. Oh alors, c'est avec Madame Heathcliff que vous vous en arrangerez, ou plutôt avec moi. Elle n'a pas encore appris à gérer ses affaires. Je le remplace, et il n'y a personne d'autre. Je parus surpris. Ah, vous n'avez pas entendu parler de la mort de Heathcliff, je vois. Heathcliff? Mort? M'écriai-je étonné. Combien y a-t-il de temps? Il y a 3 mois. Mais asseyez-vous et donnez-moi votre chapeau. Je vais vous mettre au courant. Attendez, vous n'avez encore rien mangé, n'est-ce pas? Je n'ai besoin de rien. J'ai commencé mon souper à la maison. Asseyez-vous aussi. Je n'aurais jamais songé qu'il fût mort. J'étais curieux de savoir comment c'est arrivé. Vous dites que vous ne comptez pas les voir rentrer d'ici quelque temps. Vous voulez parler des jeunes gens? Oui, je suis obligée de les gronder tous les soirs à cause de leurs promenades trop prolongées. Mais ils ne font guère attention à mes remontrances. Au moins, prenez un peu de notre vieille halle. Cela vous fera du bien, vous avez l'air fatigué. Elle se hâta d'en aller chercher avant que je puisse refuser, et j'entendis Joseph demander si ce n'était pas un scandale criant qu'elle eût des amoureux à son âge. Et puis, les régaler aux dépens du maître. Il avait honte d'assister tranquillement à un pareil spectacle. Elle ne s'arrêta pas pour riposter, mais revint au bout d'1 minute avec une pinte d'argent débordant de mousse, dont je louai le contenu avec la conviction qui me convenait. Puis elle me conta la suite de l'histoire de Heathcliff. Il y avait une fin bizarre, selon son expression. Je fus mandée à Hurlevent environ 15 jours après que vous nous avez quittés, dit-elle. J'obéis avec joie à cause de Catherine. Ma première entrevue avec elle me peina et m'affecta beaucoup, tant elle avait changé depuis notre séparation. M. Heathcliff ne m'expliqua pas les raisons qui lui avaient fait modifier son opinion sur ma venue ici. Il me dit simplement qu'il avait besoin de moi et que la présence de Catherine le fatiguait. Je devais m'installer dans le petit salon où elle se tiendrait avec moi. C'était bien assez qu'il fût obligé de la voir 1 ou 2 fois par jour. Cet arrangement parut plaire à Catherine. Peu à peu, je parvins à me procurer un grand nombre de livres et d'autres objets qui lui avaient servi de distraction à la grange. Et je me flattais que nous pourrions en somme mener une vie assez tolérable. L'illusion ne dura pas longtemps. Catherine, contente au début, devint vite irritable et inquiète. D'abord, il lui était interdit de sortir du jardin, et elle était très contrariée d'être ainsi confinée dans cette étroite enceinte à l'approche du printemps. Puis, les soins du ménage m'obligeaient de la quitter souvent, et elle se plaignait de son isolement. Elle aimait mieux se quereller avec Joseph dans la cuisine que de rester en paix dans sa solitude. Je ne faisais pas attention à leurs escarmouches, mais Ayrton était souvent obligé, lui aussi, de chercher un refuge dans la cuisine, quand le maître voulait avoir la salle pour soi seul. Bien qu'au début, elle quittât la pièce quand il rentrait, ou qu'elle vint tranquillement prendre part à mes occupations en évitant de paraître le remarquer ou de lui adresser la parole, et bien qu'il fût toujours aussi morose et taciturne que possible, au bout de quelque temps, elle changea d'attitude. Elle ne pouvait plus le laisser en paix. Elle lui parlait, elle faisait des commentaires sur sa stupidité et sa paresse. Elle se montrait surprise qu'il ait pu supporter la vie qu'il menait, qu'il pût passer des soirées entières assis à regarder le feu et à somnoler. « On dirait d'un chien, n'est-ce pas, Hélène ?» observa-t-elle un jour, « ou d'un cheval de charrette. Il fait son travail, expédie sa pitance et dort perpétuellement. Que son esprit doit être vide et lugubre. Rêvez-vous jamais, Ayrton? Et alors, de quoi rêvez-vous? Mais vous n'êtes pas capable de parler? » Là-dessus, elle le regarda, mais lui n'ouvrit pas la bouche et ne leva pas les yeux. « Peut-être était-il en train de rêver, continua-t-elle. Il vient de contracter son épaule comme fait Junon. Demandez-lui, Hélène. Monsieur Ayrton va prier le maître de vous envoyer là-haut, si vous ne vous conduisez pas mieux, dis-je. Il avait contracté non seulement l'épaule, mais le poing, comme s'il se sentait tenté d'en user. Je sais pourquoi Ayrton ne parle jamais quand je suis dans la cuisine, s'écria-t-elle une autre fois. Il a peur que je me moque de lui. Qu'en pensez-vous, Hélène? Il avait commencé un jour d'apprendre à lire tout seul, puis, parce qu'il j'ai ri, il a brûlé ses livres et abandonné son étude. N'a-t-il pas été bien stupide? N'avez-vous pas été bien méchante? Répondez à cette question. Peut-être,
mais je ne croyais pas qu'il aurait été si sot. Si je vous donnais un livre, le prendriez-vous maintenant ? Je vais essayer. Elle lui mit dans la main celui qu'elle lisait en ce moment. Il le lança au loin et grommela que, si elle ne cessait pas, il lui tordrait le cou. Bon, je le mets là, dans le tiroir de la table, et je vais me coucher. Puis elle me dit à l'oreille d'observer s'il y touchait et s'en alla. Mais il ne s'en approcha même pas, ce que je lui annonça le lendemain matin, à son grand désappointement. Je vis qu'elle était peinée de sa maussaderie et de son indolence persistante. Sa conscience lui reprochait de l'avoir arrêtée dans ses tentatives pour s'améliorer soi-même, et c'est bien ce qu'elle avait fait en réalité. Mais son ingéniosité se mit à l'œuvre pour réparer le mal. Pendant que je repassais, ou que j'étais occupée de quelques autres besognes sédentaires que je n'aurais pu faire convenablement dans le petit salon, elle apportait quelques jolis livres et me le lisait tout haut. Quand Ayrton était là, elle s'arrêtait en général à un passage intéressant et laissait le volume ouvert. Elle répéta plusieurs fois cette manœuvre, mais il était têtu comme une mule et refusait de mordre à l'hameçon. Si le temps était pluvieux, il se mettait à fumer avec Joseph. Ils restaient assis, comme deux automates, de chaque côté du feu. Le plus vieux, heureusement, trop sourd pour comprendre les vilaines sottises de Catherine, comme il aurait dit, le plus jeune faisait de son mieux pour avoir l'air d'y être indifférent. Par les belles soirées, Ayrton partait pour ses expéditions synégétiques. Catherine bâillait, soupirait et m'importunait pour que je lui parlasse. Puis dès que je commençais, elle se sauvait dans la cour ou dans le jardin. Comme dernière ressource, elle pleurait et disait qu'elle était lasse de l'existence. Sa vie était inutile. Monsieur Heathcliff, qui devenait de plus en plus insociable, avait à peu près banni Earnshaw de la pièce où il se tenait. Au début de mars, à la suite d'un accident, le jeune homme fut confiné dans la cuisine pendant quelques jours. Son fusil avait éclaté alors qu'il était seul sur les hauteurs. Un éclat lui avait entaillé le bras, et il avait perdu beaucoup de sang avant d'avoir pu regagner la maison. Il se vit donc, bien malgré lui, condamné au camp du feu et au repos jusqu'à sa guérison. Sa présence dans la cuisine parut plaire à Catherine et, en tout cas, lui fit détester plus que jamais sa chambre du haut. Elle m'obligeait à lui trouver de l'ouvrage en bas pour pouvoir m'y accompagner. Le lundi de Pâques, Joseph alla à la foire de Gimmerton avec des bestiaux. L'après-midi, j'étais occupée à repasser le linge dans la cuisine. Earnshaw morose, comme à l'ordinaire, était assis au coin de la cheminée et ma petite maîtresse tuait le temps en faisant des dessins sur les vitres de la fenêtre. Elle variait ses distractions en chantonnant de temps à autre. Elle laissait échapper des exclamations et de rapides regards d'ennui et d'impatience dans la direction de son cousin, qui fumait imperturbablement, les yeux fixés sur la grille. Comme je lui faisais observer qu'elle me cachait le jour, elle se dirigea vers le foyer. Je ne prêtais que peu d'attention à ses mouvements, quand tout à coup, je l'entendis qui disait « J'ai découvert, Ayrton, que je désire, que je suis heureuse, que je voudrais que vous fussiez mon cousin maintenant, si vous n'étiez pas devenu si désagréable et si bourru avec moi. » Ayrton ne répondit pas. « Ayrton, allez-vous-en » grogna-t-il avec une implacable brutalité. « Laissez-moi prendre cette pipe, dit-elle. Elle avança prudemment la main et il la lui retira de la bouche. Avant qu'il eût pu essayer de l'attraper, la pipe était un morceau et dans le feu. Il lança un juron et en prit une autre. « Attendez, reprit-elle, il faut que vous m'écoutiez d'abord. Je ne peux pas parler au milieu de ces nuages qui voltigent dans ma figure. »« Allez au diable !» s'écria-t-il d'un ton féroce. « Et laissez-moi en paix. »« Non, je n'irai pas. Je ne sais comment m'y prendre pour vous faire parler. Vous êtes déterminé à ne pas comprendre. Quand je vous appelle imbécile, c'est sans conséquence. Cela ne veut pas dire que je vous méprise. Allons, il ne faut pas que vous m'ignorez, Ayrton. Vous êtes mon cousin et vous devez me reconnaître pour votre cousine. Je ne veux rien avoir à faire avec vous et votre sale orgueil et vos farces de démons. J'irai en enfer, corps et âme, plutôt que de le regarder encore de votre côté. Allons, écartez-vous de la grille à l'instant. » Catherine fronça le sourcil et se retira vers la fenêtre en se mordant les lèvres. Elle essaya, en fredonnant un air fantasque, de cacher l'envie de pleurer qui la gagnait. « Vous devriez vivre en bon terme avec votre cousine, monsieur Ayrton, interrompis-je, puisqu'elle se repent de ses impertinences. Ce serait excellent pour vous. Sa compagnie fera de vous un autre homme. » « Sa compagnie ? Quand elle me déteste et ne me juge pas digne de nettoyer ses souliers ? Non. Quand je devrais y perdre un royaume, je ne voudrais pas me déshonorer en recommençant à quitter ses bonnes grâces. »« Ce n'est pas moi qui vous déteste, c'est vous qui me détestez, » dit en pleurant Catherine, qui ne cherchait plus à cacher son émotion. « Vous me haïssez autant plus que M. Heathcliff me hait, et même plus. Vous êtes une damnée menteuse. Pourquoi alors l'ai-je mis en colère en prenant 100 fois votre parti, et cela quand vous vous moquiez de moi, que vous me méprisiez et continuez à m'ennuyer, et je vais là-bas dire que vous m'avez rendu le séjour de la cuisine intenable. Je ne savais pas que vous aviez pris mon parti.
répondit-elle en séchant ses larmes. J'étais méchante et cruelle pour tout le monde. Mais maintenant, je vous remercie et je vous demande de me pardonner. Que puis-je faire de plus ? Elle revint près du foyer et lui tendit franchement la main. Le visage de Ayrton s'assombrit et se couvrit d'un nuage chargé d'orage. Il tenait les poings résolument fermés et le regard fixé sur le sol. Catherine dut deviner d'instinct que c'était une obstination perverse et non de l'animosité qui lui dictait cette attitude farouche, car, après être restée un instant indécise, elle se pencha et lui mit un léger baiser sur la joue. La petite coquine croyait que je ne l'avais pas vue. Elle recula et reprit sa place près de la fenêtre, avec un air de sainte Nitouche. Je secouai la tête en signe de reproche. Elle rougit et me dit à l'oreille. « Mais qu'aurais-je dû faire, Hélène ? Il ne voulait pas me donner la main. Il ne voulait pas me regarder. Il faut bien que j'arrive à lui montrer que j'ai de l'affection pour lui, que je veux que nous soyons amis. » Ce baiser convainquit-il Ayrton ? C'est ce que je ne saurais dire. Il eut grand soin, pendant quelques minutes, de ne pas laisser voir son visage, et quand il releva la tête, il était fort embarrassé de savoir de quel côté tourner les yeux. Catherine s'occupa à envelopper proprement dans du papier blanc un beau livre, et, l'ayant attaché avec un bout de ruban, il mit comme adresse « Monsieur Ayrton Earnshaw », puis me pria d'être son ambassadrice pour porter ce présent au destinataire. Et dites-lui que, s'il consent à le prendre, je viendrai lui apprendre à le lire correctement, que s'il le refuse, je vais monter et que je ne le taquinerai plus jamais. Je portai le paquet et répétai le message, surveillé avec inquiétude par ma maîtresse. Ayrton ne voulut pas desserrer les doigts, de sorte que je dus poser le livre sur ses genoux. Mais il ne le repoussa pas non plus. Je retournai à mon ouvrage. Catherine conserva la tête et les mains appuyées sur la table jusqu'à qu'elle entendit le léger bruissement du papier qui enveloppait le volume. Alors elle s'approcha en catimini et s'assit tranquillement à côté de son cousin. Il tremblait et sa figure brillait. Toute sa rudesse et sa dureté hargneuse avaient disparu. Il n'eut pas tout d'abord le courage de proférer une syllabe en réponse à son regard interrogateur et à la demande qu'elle murmura. « Dites que vous me pardonnez, Ayrton, dites-le. Vous pouvez me rendre si heureuse par ce simple petit mot ?» Il marmotta quelque chose que je ne pus entendre. « Et vous serez mon ami ?» ajouta Catherine. « Non, vous auriez honte de moi tous les jours de votre existence. D'autant plus de honte que vous me connaîtriez mieux, et ce serait insupportable pour moi. »« Alors, vous ne voulez pas être mon ami ?» dit-elle avec un sourire doux comme le miel et en se glissant tout près de lui. Je n'entendis plus de conversation distincte, mais, en me retournant, j'aperçus penchés sur la page du livre accepté 2 visages si radieux que je ne doutais pas que le traité n'eût été ratifié des 2 parties, et les ennemis furent, dès lors, fidèles alliés. L'ouvrage qu'il examinait était plein de très belles illustrations, dont le charme, joint à celui de leur position, les tint immobile jusqu'au retour de Joseph. Le pauvre homme fut complètement abasourdi à la vue de Catherine assise sur le même banc que Ayrton Earnshaw, la main appuyée sur son épaule et stupéfait de la manière dont son favori supportait ce voisinage. Il en fut tellement affecté que de toute la soirée, il ne fit pas une seule observation à ce sujet. Son émotion ne se révéla que par le profond soupir qu'il poussa quand il posa solennellement sa grande Bible sur la table et la recouvrit de malpropres billets de banque tirés de son portefeuille, produit de ses transactions de la journée. Il finit par appeler Ayrton qui se leva. « Porte ces billets au maître, mon gars, » dit-il en restant là-bas. « Je monte dans ma chambre. Cet endroit-ci n'est point décent ni convenable pour nous. Il faudra déménager et chercher un autre. »« Allons, Catherine, » déclarai-je, « il faut déménager, nous aussi. J'ai fini mon repassage. Êtes-vous disposée à monter ?»« Il n'est pas 8 heures, » répondit-elle en se levant à contre-cœur. « Ayrton, je laisse le livre sur la cheminée et j'en apporterai d'autres demain. »« Les livres, vous vous les seriez ? Je les porterons dans la salle, » dit Joseph. « Et vous serez bien chanceuse si vous les retrouvez. Ainsi, faites ce qui vous plaira. » Cathy menaça de faire payer la bibliothèque de Joseph par la sienne, puis passa devant Ayrton avec un sourire. Elle monta l'escalier en chantant, le cœur plus léger, j'ose le dire, qu'elle ne l'avait encore jamais eu sous ce toit, sauf peut-être durant ses premières visites à Linton. L'intimité ainsi commencée se développa rapidement, malgré les interruptions momentanées qu'elle subit. Un simple désir ne pouvait suffire à civiliser Earnshaw, et ma jeune dame n'était ni un philosophe, ni un paragon de patience. Mais comme leur esprit était tourné vers le même objet, l'une aimant et désirant de pouvoir estimer, l'autre aimant et désirant de pouvoir être estimé, ils arrivèrent finalement à l'atteindre. Vous voyez, monsieur Lockwood, qu'il était assez aisé de gagner le cœur de madame Heathcliff. Mais maintenant je me réjouis que vous ne l'ayez point essayé. L'union de ces 2 êtres sera le couronnement de mes vœux.
Je n'envierai personne le jour de leur mariage et il n'y aura pas en Angleterre une femme plus heureuse que moi. Chapitre 33. Le lendemain de ce lundi, comme Earnshaw n'était toujours pas en état de vaquer à ses travaux habituels et restait par conséquent aux abords de la maison, je me rendis bientôt compte qu'il me serait impossible de retenir ma pupille sous ma coupe ainsi que je l'avais fait jusqu'alors. Elle descendit avec moi et sortit dans le jardin où elle avait aperçu son cousin occupé à quelques menues besognes. Quand j'allais les inviter à venir déjeuner, je constatai qu'elle l'avait persuadé de débarrasser des groseilliers un grand espace de terrain, et qu'ils étaient tous deux très absorbés par leur projet d'importation de plantes dans la grange. Je fus épouvanté de la dévastation qui avait été accomplie en une petite demi-heure. Les groseilliers noirs étaient pour Joseph comme la prunelle de ses yeux, et elles avaient été précisément fixées son choix sur leur emplacement pour une plate-bande de fleurs. « Eh bien, tout cela va être montré au maître, m'écriai-je, à la minute même où ce sera découvert. Et quelle excuse aurez-vous à donner pour avoir pris de telles libertés avec le jardin ? Cela nous vaudra une belle scène, vous verrez. Monsieur Ayrton, je suis surprise que vous n'ayez pas été mieux avisé que d'avoir entrepris tout ce bel ouvrage sur sa simple demande. J'avais oublié que les cassis étaient à Joseph, répondit Earnshaw assez penaud. Mais je lui dirai que c'est moi qui ai tout fait. Nous prenions toujours nos repas avec monsieur Heathcliff. Je remplissais les fonctions de maîtresse de maison pour préparer le thé et pour découper. J'étais donc indispensable à la table. Catherine était en général à côté de moi, mais ce jour-là, elle m'avait fui pour se rapprocher de Ayrton. Je vis bientôt qu'elle ne mettrait pas plus de discrétion dans son amitié qu'elle en avait mis dans son hostilité. « Allons, faites attention de ne pas trop parler avec votre cousin et à ne pas trop vous occuper de lui. » Telles furent les instructions que je lui soufflai à l'oreille quand nous entrâmes dans la salle. Cela contrarierait certainement M. Heathcliff, et il serait furieux contre vous deux. « Je n'en ai pas l'intention, » répondit-elle. Une minute après, elle était à côté de lui et piquait des primes verts dans son assiette de porridge. Il n'osait pas lui adresser la parole en cet endroit. À peine osait-il lever les yeux. Cependant, elle continuait de le taquiner, et 2 fois, il fut sur le point de ne pas pouvoir retenir son rire. Je fronçai les sourcils, et elle jeta un regard sur le maître. Mais l'esprit de celui-ci était absorbé par d'autres sujets que la tenue de ses convives, comme on en pouvait juger son attitude. Catherine devint un instant sérieuse et le considéra avec une profonde gravité. Ensuite, elle se tourna et recommença ses folies. Ayrton finit par laisser échapper un rire étouffé. M. Heathcliff tressaillit. Ses yeux nous dévisagèrent rapidement. Catherine soutint son examen avec l'air habituel de nervosité et pourtant de défi qu'il détestait. « Il est heureux que vous soyez hors de mon atteinte !» s'écria-t-il. « Quel démon vous possède pour que vous me répondiez toujours par ce regard infernal ? Baissez les yeux et ne recommencez pas à me faire souvenir de votre existence. Je vous croyais vous avoir guéri du rire. »« C'était moi, » murmura Ayrton. « Que dis-tu » demanda le maître. Ayrton mit le nez dans son assiette et ne répéta pas son aveu. M. Heathcliff le regarda un instant, puis reprit silencieusement son déjeuner et sa rêverie interrompue. Nous avions presque fini, et les 2 jeunes gens s'éloignèrent prudemment l'un de l'autre, de sorte que je ne prévoyais pas de nouveaux troubles pour cette fois-là, quand Joseph parut à la porte. Sa lèvre tremblante et ses yeux furibonds révélaient qu'il avait découvert l'outrage commis à ses précieux arbustes. Il devait avoir aperçu Cathy et son cousin sur le lieu du délit avant d'aller constater les dégâts, car, pendant que ses mâchoires s'agitaient comme celles d'un bœuf qui rumine, ce qui rendait son langage difficile à comprendre, il commença. « Je voulais avoir mes gages et m'en aller. J'aurais voulu mourir là où que j'avions servi durant ces 100 ans. Je comptais transporter mes livres et tous mes petits bricoles dans mon galetas, et j'aurions laissé la cuisine pour eux tout seuls, pour qu'ils me baillent la paix. C'était dur de quitter mon coin de feu, mais je croyais que j'aurais pu faire ça. Mais voilà-t-il pas qui me prend mon jardin, et ça, sur ma conscience, maître, je pouvions point le tolérer. Vous pouvez vous plier aux joues si ça vous chante. Moi, j'y suis point habitué, et un vieillard ne s'habitue point à de nouveaux fardeaux. J'aimerais mieux gagner mon pain à casser des cailloux sur la route. »« Allons, 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 idiot !» interrompit Heathcliff. « Finissons-en. De quoi vous plaignez-vous ? Je ne veux pas me mêler des disputes entre vous et Nelly. Elle peut vous jeter dans le trou au charbon pour que je m'en soucie. C'est point Nelly. Je m'en irai point à cause de Nelly, si mauvaise propre à rien que soit. Dieu merci, elle ne serait capable de voler l'âme de personne, et n'a jamais été si belle que personne garde à ses œillades. C'est cette fille dépravée qui a ensorcelé notre gars, avec ses yeux affrontés et ses manières éhontées, au point que, non, ça me fend le cœur. Il a oublié tout ce que j'avions fait pour lui, et fait de lui. Et voilà-t-il pas qu'il est allé arracher toute une rangée des plus beaux bio cassis du jardin. Là-dessus, il s'abandonna à ses lamentations, accablé par le sentiment de cruelle offense qu'on lui avait faite, de l'ingratitude d'Earnshaw et du danger que ce dernier courait. Le drôle est-il ivre ?
demanda M. Heathcliff. Ayrton, est-ce à toi qu'il en a ? J'ai enlevé 2 ou 3 gosiers, répondit le jeune homme. Mais je vais les remettre. Et pourquoi les as-tu enlevés ? Catherine intervint à propos. Nous voulions planter quelques fleurs à leur place, s'écria-t-elle. Je suis la seule qui mérite un blâme, car c'est moi qui ai désiré qu'il le fît. Et qui diable vous a permis de toucher à une brindille ici ? Demanda son beau-père, très surpris. Et qui t'a commandé de lui obéir ? Ajouta-t-il, en se tournant vers Ayrton. Ce dernier restait muet. Sa cousine répliqua. Vous ne devriez pas me chicaner pour quelques mètres de terrain que je veux consacrer à l'ornementation, quand vous m'avez pris toutes mes terres. Vos terres ? Vos terres, insolente vaurienne, vous n'en avez jamais eu. Et mon argent ? Reprit-elle en lui renvoyant ce regard furieux, en mordillant une croûte de pain, reste de son déjeuner. Silence ! Finissez et allez-vous-en. Et les terres de Ayrton et son argent, poursuivit l'indomptable créature. Ayrton et moi sommes amis maintenant. Je l'éclairerai sur votre compte. Le maître parut un moment décontenancé. Il pâlit et se leva, sans cesser de diriger sur elle un regard chargé d'une haine mortelle. Si vous me frappez, Ayrton vous frappera, dit-elle. Vous feriez donc mieux de vous rasseoir. Si Ayrton ne vous chasse pas de cette pièce, mes coups l'enverront en enfer. Tonna Heathcliff. Damnée sorcière, auriez-vous de l'audace de prétendre le révolter contre moi ? Qu'elle disparaisse. Entends-tu ? Jette-la dans la cuisine. Je la tuerai, Elendine, si vous la laissez réapparaître devant moi. Ayrton essayait de la persuader tout bas de partir. Mets-la dehors, cria Heathcliff avec sauvagerie. Vas-tu rester à bavarder ? Et il s'approcha pour exécuter lui-même son ordre. Il ne vous obéira plus, méchant, dit Catherine. Il vous détestera autant que je vous déteste. Chut, murmura le jeune homme d'un ton de reproche. Je ne veux pas vous entendre lui parler ainsi. Finissez. Mais vous ne laisserez pas me battre ? Venez alors, dit-il avec fermeté. Il était trop tard, Heathcliff l'avait saisi. Maintenant, va-t'en toi, dit-il à Earnshaw. Maudite sorcière, cette fois elle m'a provoqué à un moment où je ne pouvais le supporter. Elle s'en reportera jusqu'à la fin de ses jours. Il tenait ses cheveux dans sa main. Ayrton essaya de les dégager, le suppliant de l'épargner pour cette fois. Les yeux noirs de Heathcliff étincelaient. Il semblait prêt à mettre Catherine en pièces, et j'allais me risquer à venir à son secours quand tout à coup, ses doigts se relâchèrent. Il abandonna sa tête pour la prendre par le bras. Il la regarda fixement. Puis il mit la main sur les yeux, resta un moment immobile, comme s'il cherchait à retrouver ses esprits, et, se tournant de nouveau vers Catherine, dit avec un calme affecté « Il faut que vous appreniez à éviter de me mettre en colère, ou je finirai vraiment par vous tuer un jour. Allez avec Madame Dean et restez avec elle. Gardez pour elle vos insolences. Quant à Earnshaw, si je le vois vous écouter, je l'enverrai chercher son pain là où il pourra le trouver. Votre amour fera de lui un proscrit et un mendiant. Nelly, emmenez-la, et laissez-moi tous, laissez-moi. » Je fis sortir ma jeune dame. Elle était trop heureuse de s'en être tirée à si bon compte pour résister. L'autre suivit, et M. Heathcliff resta seul, dans la salle, jusqu'au dîner. J'avais conseillé à Catherine de dîner en haut, mais dès qu'il aperçut que sa chaise restait vide, il m'envoya la chercher. Il ne nous adressa pas la parole, mangea fort peu, et sortit immédiatement après le repas, en disant qu'il ne rentrerait pas avant le soir. En son absence, les 2 nouveaux amis s'installèrent dans la salle. J'entendis Ayrton réprimander sérieusement sa cousine, qui offrit de lui révéler la conduite de Heathcliff envers Hindley Earnshaw. Il dit qu'il ne souffrirait pas qu'on le dénigrât devant lui. Serait-il le diable ? Peu lui importait, il le soutiendrait. Et il aimait mieux qu'elle l'insultât lui-même, comme elle avait accoutumé, que de la voir s'en prendre à M. Heathcliff. À ces déclarations, Catherine devint de mauvaise humeur, mais il trouva moyen de la faire taire en lui demandant ce qu'elle dirait si lui, Ayrton, parlait mal de son père à elle. Elle comprit alors qu'Earnshaw prenait vraiment à cœur la réputation du maître, qui lui était attaché par des liens trop forts pour que la raison pût les dénouer, des chaînes forgées par l'habitude, et qu'il serait cruel d'essayer de desserrer. Elle fut preuve d'un bon cœur en évitant désormais les plaintes et les manifestations d'antipathie à l'égard de Heathcliff. Elle m'avoua ses regrets d'avoir tenté de semer la discorde entre lui et Ayrton, et vraiment je ne crois pas que depuis lors elle ait jamais prononcé, en présence de ce dernier, une syllabe contre son oppresseur. Dès que ce petit désaccord fut aplani, ils redevinrent amis et consacrèrent la plus grande activité possible à leur occupation d'élèves et de professeurs. Je vins m'installer près d'eux quand je finis mon ouvrage et j'éprouvai à leur vue une satisfaction si douce que je ne me rendis pas compte de la fuite du temps. Vous comprenez, tous 2 étaient en quelque sorte mes enfants. J'avais été longtemps fière de l'une et maintenant, j'en étais sûre,
l'autre serait une source de semblable satisfaction. Sa nature honnête, ardente et intelligente triomphait vite de l'ignorance et de la dégradation dans laquelle il avait été élevé. Et les conseils sincères de Catherine aiguillonnaient son zèle. Son esprit, en s'éclairant, éclairait ses traits, leur donnait de la vivacité et de la noblesse. Je pouvais à peine croire que ce fût le même individu que j'avais vu le jour où j'avais découvert ma jeune maîtresse à Hurlevent, après son expédition au rocher. Tandis que je les admirais et qu'ils travaillaient, la nuit approchait, et avec elle revint le maître. Il arriva sur nous tout à fait à l'improviste, en entrant par la porte du devant, et put à loisir nous contempler tous les trois, avant que nous eussions levé la tête et l'eussions aperçu. Bon, me dis-je, jamais spectacle ne fut plus plaisant ni plus inoffensif, et ce serait une vraie honte de gronder ces jeunes gens. La lueur rouge du feu éclairait les deux jolies têtes et montrait leur visage animé d'un ardent intérêt d'enfant, car, bien qu'il eût 23 ans et elle 18, tous deux avaient tant de sensations à découvrir, tant de nouveautés à apprendre, qu'aucun ne manifestait ni n'éprouvait les sentiments de la maturité, rassise et désenchantée. Ils levèrent les yeux en même temps et aperçurent M. Heathcliff. Peut-être n'avez-vous jamais observé que leurs yeux sont exactement semblables. Ce sont ceux de Catherine Earnshaw. La Catherine actuelle n'a pas d'autre ressemblance avec elle, si ce n'est la largeur du front et une certaine courbure des narines qui lui donnent l'air plutôt hautaine, qu'elle le veuille ou non. Chez Hareton, la ressemblance est plus forte. Elle est remarquable en tout temps, et à ce moment-là, elle était particulièrement frappante, parce que ses sens étaient en éveil et que ses facultés mentales avaient une activité inaccoutumée. Je suppose que cette ressemblance désarma M. Heathcliff. Il s'avança vers le foyer, en proie à une agitation manifeste, mais qui s'apaisa rapidement quand il regardait le jeune homme, ou plutôt, devrais-je dire, qui changea de caractère, car elle subsistait. Il lui prit le livre des mains, jeta un coup d'œil sur la page où il était ouvert, puis le lui rendit sans observation. Il fit simplement signe à Catherine de s'en aller. Son compagnon ne fut pas loin à la suivre, et j'allais en faire autant quand il me dit de rester assise. « C'est une triste conclusion, n'est-ce pas ?» observa-t-il après avoir médité un moment sur la scène dont il venait d'être témoin. « Une absurde terminaison de mes violents efforts. Je prends des leviers et des pioches pour démolir les deux maisons. Je m'exerce à devenir capable d'un travail d'Hercule, et quand tout est prêt, à pied d'œuvre, je m'aperçois que la volonté de soulever une seule ardoise de chacun des toits s'est évanouie. Mes vieux ennemis ne m'ont pas battu. Le moment précis est venu de me venger sur leurs représentants. Je pourrais le faire, et nul ne pourrait m'en empêcher. Mais à quoi bon? Je n'ai cure de frapper. Je suis hors d'état de prendre la peine de lever la main. On dirait que je n'ai travaillé pendant tout ce temps que pour finir par un beau trait de magnanimité. Ce n'est pas cela du tout. J'ai perdu la faculté de jouir de leur destruction. Et je suis trop paresseux pour détruire sans motif. Nelly, un étrange changement se prépare, dont l'ombre me couvre en ce moment. Je prends si peu d'intérêt à la vie journalière que c'est à peine si je pense à manger et à boire. Les deux êtres qui viennent de quitter cette chambre sont les seuls objets qui gardent pour moi une apparence matérielle distincte. Et cette apparence me cause une douleur qui va jusqu'à l'angoisse. D'elle. Je ne veux pas parler et je désire de n'y pas penser. Mais je souhaiterais sérieusement qu'elle fût invisible. Sa présence ne fait qu'éveiller en moi des sensations qui me rendent fou. Lui, il me trouble d'une façon différente et pourtant, si je pouvais le faire sans paraître insensé, je voudrais ne jamais le revoir. Vous penserez peut-être que j'ai une tendance marquée à devenir insensé, ajouta-t-il en faisant un effort pour sourire. Si j'essaie de vous décrire les 1000 formes d'anciens souvenirs et d'anciennes idées qu'il évoque et qu'il personnifie en soi, mais vous ne répéterez pas ce que je vous dis, et mon esprit est si éternellement renfermé en lui-même qu'il n'est tentant à la fin de le mettre à nu devant un autre. Il y a 5 minutes, Hareton me semblait une incarnation de ma jeunesse, et non un être humain. Mes sentiments pour lui étaient tellement mélangés qu'il m'eût été impossible de l'aborder d'une manière raisonnable. En premier lieu, la ressemblance frappante avec Catherine le rattachait à elle d'une façon effrayante. Pourtant, ce fait que vous pourriez supposer exercer sur mon imagination l'influence la plus forte n'exerce en réalité que la plus faible, car qu'est-ce qui, pour moi, ne se rattache pas à elle? Qu'est-ce qui ne me la rappelle pas? Je ne peux pas jeter les yeux sur ce dallage sans y voir ses traits dessinés, dans chaque nuage, dans chaque arbre remplissant l'air la nuit, visible par lueur passagère, dans chaque objet le jour. Je suis entourée de son image.
Les figures d'hommes et de femmes les plus banales, mon propre visage se joue de moi en me présentant sa ressemblance. Le monde entier est une terrible collection de témoignages qui me rappellent qu'elle a existé et que je l'ai perdue. Eh bien, Ayrton tout à l'heure était pour moi le fantôme de mon amour immortel, de mes furieux efforts pour maintenir mon droit, de ma dégradation, de mon orgueil, de mon bonheur et de mon angoisse. Mais c'est de la folie d'exprimer ces pensées devant vous. Cependant, cela vous fera comprendre pourquoi, malgré ma répugnance à rester toujours seule, sa société, loin de me faire du bien, aggrave plutôt le perpétuel tourment que j'endure. Et c'est cela qui, en partie, contribue à me rendre indifférent à ses rapports avec sa cousine. Je ne peux plus faire attention à eux. Mais qu'entendez-vous par un changement, monsieur Heathcliff ? Demandai-je. J'étais alarmée de son attitude, bien que, selon moi, il n'eût jamais été en danger de perdre le sens ni de mourir. Il était vraiment vigoureux et plein de santé. Quant à sa raison, depuis son enfance, il se complaisait à nourrir de sombres idées et à entretenir de bizarres imaginations. Il pouvait avoir la monomanie de sa défunte idole, mais sur les autres points, son esprit était aussi sain que le mien. « Je ne le saurai pas avant qu'il se produise, » répondit-il. « Je n'en ai conscience qu'à demi pour le moment. Vous ne vous sentez pas malade, n'est-ce pas ? » ?»« Non, Nelly, nullement. Et vous n'avez pas peur de la mort ? » ?»« Peur ? Non. Je n'ai ni crainte, ni pressentiment, ni espoir de la mort. Pourquoi éprouverais-je ces sentiments ? Avec ma robuste constitution et mon genre de vie sombre, mes occupations sans danger, je devrais demeurer et il faudra probablement que je demeure sur cette terre jusqu'à qu'il me reste à peine un cheveu noir sur la tête. Et pourtant je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je suis obligé de concentrer mon attention pour respirer, de forcer presque mon cœur à battre. C'est comme si j'avais à faire ployer un ressort raidi. C'est par contrainte que j'exécute le moindre des actes qui ne sont pas déterminés par ma pensée unique. Par contrainte que je prête attention à tout ce qui vit, vivant ou mort, et pas associé à l'idée qui m'obsède. Je n'ai qu'un désir, à quoi tend tout mon être et toutes mes facultés. Ils y ont tendu si longtemps et avec tant de constance que je suis convaincue qu'il serait satisfait, et bientôt, parce qu'il a dévoré mon existence. Je suis engloutée dans l'avant-goût de sa réalisation. Ma confession ne m'a pas soulagée, mais elle pourra expliquer des phrases de mon humeur qui, autrement, seraient inexplicables. Oh Dieu, c'est une longue lutte, et je voudrais qu'elle fût finie. Il se mit à arpenter la chambre, en se murmurant à soi-même de terribles choses, au point que j'inclinais à croire, comme il disait que croyait Joseph, que sa conscience avait fait de son cœur un enfer terrestre. Je me demandais avec anxiété comment cela finirait, quoiqu'il eût rarement manifesté cet état d'esprit, même par la simple expression de sa physionomie, c'était son état ordinaire, j'en étais certaine. Il l'affirmait lui-même, mais personne ne put le deviner à son aspect général. Vous ne l'avez pas deviné quand vous l'avez vu, monsieur Lockwood, et à l'époque dont je parle, il était exactement le même qu'alors, plus épris seulement de sa solitude perpétuelle, et peut-être encore plus laconique en société. Chapitre 34. Pendant les quelques jours qui suivirent, M. Heathcliff nous évita au repas, sans jamais cependant consentir explicitement à exclure Ayrton et Cathy. Il lui répugnait de céder à ses sentiments d'une manière si complète. Il préférait s'absenter. Manger une fois dans les 24 heures paraissait suffire à sa subsistance. Une nuit après que tout le monde était allé se coucher, je l'entendis descendre et sortir par la porte du devant. Je ne l'entendis pas rentrer, et le matin, je constatai qu'il était toujours absent. Nous étions alors en avril. Le temps était doux et chaud. L'herbe, aussi verte que pouvaient la rendre les averses et le soleil, et les 2 pommiers nains, près du mur du sud, étaient en pleine floraison. Après le déjeuner, Catherine insista pour que j'apportais une chaise et m'installasse avec mon ouvrage sous les sapins, à l'extrémité de la maison. Pour ses cajoleries, elle décida Ayrton, tout à fait remis de son accident, à lui bêcher et à lui arranger son petit jardin, que les plaintes de Joseph avaient fait transporter dans ce coin-là. Je jouissais avec délice des effluves embaumés du jardin et de l'admirable ciel bleu, quand ma jeune dame, qui avait couru près de la barrière, cherchait quelques pieds de prime vert pour une bordure, revint la main à moitié vide et nous annonça que M. Heathcliff arrivait. « Et il m'a parlé », ajouta-t-elle d'un air perplexe. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Ayrton. « Il m'a dit de me sauver aussi vite que je pourrais. Mais il avait un air si différent que celui qu'il a d'ordinaire que je me suis arrêtée un instant pour le regarder. »« Quel air ?» demanda Ayrton. « Eh bien, presque gai, presque rayonnant. Non, presque rien du tout, très excité, étrange et heureux. C'est donc que les excursions nocturnes l'amusent, remarquai-je en affectant l'indifférence.
En réalité, j'étais aussi surprise qu'elle et désireuse de vérifier l'exactitude de ses dires, car la vue du maître avec l'air heureux n'était pas un spectacle de tous les jours. Je pris un prétexte pour entrer. Heathcliff se tenait sur le pas de la porte ouverte. Il était pâle et tremblait. Néanmoins, certainement ses yeux avaient un éclat singulier et joyeux qui transformait toute sa physionomie. « Voulez-vous déjeuner ?» dis-je. « Vous devez avoir faim après avoir couru toute la nuit. » J'aurais voulu découvrir où il avait été, mais je n'osais pas lui demander directement. « Non, je n'ai pas faim, » répondit-il en détournant la tête avec un certain dédain, comme s'il se fût douté que je cherchais à deviner le motif de sa bonne humeur. J'étais embarrassée. Je me demandais si ce n'était pas l'occasion de lui faire un peu de morale. « Je ne crois pas qu'il soit bon de se promener dehors, » observai-je, au lieu d'être dans son lit. Ce n'est pas prudent, en tout cas, dans cette saison humide. Je parie que vous attraperiez un bon rhume ou la fièvre. Vous avez certainement quelque chose. Rien que je ne puisse supporter. Et même avec le plus grand plaisir, pourvu que vous me laissiez seule. Rentrez et ne m'ennuyez pas. J'obéis. En passant, je remarquai que sa respiration était aussi précipitée que celle d'un chat. Oui, me dis-je, il va être malade. Je me demande ce qu'il a pu bien faire. À midi, il se mit à table pour dîner avec nous et accepta de ma main une assiette pleine, comme s'il voulait faire compensation à son jeûne antérieur. « Je n'ai ni rhume ni fièvre, Nelly, » remarqua-t-il, en allusion à mes paroles de la matinée, « et je suis prêt à faire honneur à la nourriture que vous m'offrez. » Il prit son couteau et sa fourchette, et il allait commencer de manger, quand tout à coup, son appétit parut disparaître. Il reposa son couvert sur la table, regarda avec anxiété vers la fenêtre, se leva et sortit. Nous le vîmes marcher de long en large dans le jardin pendant que nous finissions notre repas. Et Earnshaw dit qu'il allait lui demander pourquoi il ne dînait pas. Il pensait que nous avions fait quelque chose qui le contrariait. « Eh bien, vient-il » cria Catherine quand ce cousin rentra. « Non, mais il n'est pas fâché. Il semblait même particulièrement satisfait. Seulement je l'ai impatienté en lui adressant 2 fois la parole, et il a fini par me dire d'aller vous rejoindre. Il s'étonnait que je puisse rechercher la compagnie de quelqu'un d'autre. » Je mis son assiette à réchauffer sur le garde-feu. Au bout d'1 heure ou 2, il rentra, quand la pièce fut libre, nullement calmé, le même air de joie, un air qui n'était pas naturel, sous ses sourcils noirs. Le même teint exsangue, de temps en temps une sorte de sourire laissait apparaître ses dents. Il frissonnait, non pas comme un frisson de froid ou de faiblesse, mais comme vibre une corde très tendue, un fort tressaillement plutôt qu'un tremblement. « Je vais lui demander ce qu'il a, » me dis-je, « sinon, qui lui demanderait ?» Et je m'écriai. « Avez-vous appris quelques bonnes nouvelles, monsieur Heathcliff ? Vous avez l'air plus animé qu'à l'ordinaire. » D'où me viendraient de bonnes nouvelles ? C'est la faim qui m'anime, et vraisemblablement, il ne faut pas que je mange. Voilà votre dîner. Pourquoi ne voulez-vous pas le prendre ? Je n'en ai pas besoin pour le moment, murmura-t-il vivement. J'attendrai jusqu'au souper. Et puis Nelly, une fois pour toutes, faites-moi le plaisir de dire à Ayrton et à l'autre de ne pas se montrer devant moi. Je désire n'être troublé par personne. Je désire avoir cette pièce pour moi seul. Y a-t-il quelques nouvelles raisons pour motiver cet exil ? Dites-moi pourquoi vous êtes si singulier, monsieur Heathcliff. Où avez-vous été la nuit dernière ? Ce n'est pas par simple curiosité que je vous fais cette question, mais... Certainement par simple curiosité que vous me faites cette question, interrompit-il en riant. Pourtant, j'y répondrai. La nuit dernière, j'étais sur le seuil de l'enfer. Aujourd'hui, je suis en vue de mon ciel. J'ai les yeux fixés dessus. 3 pieds à peine m'en séparent. Et maintenant, je vous conseille de vous en aller. Vous ne verrez et n'entendrez rien qui puisse vous effrayer si vous vous abstenez des pieds. Après avoir balayé le foyer et essuyé la table, je me retirai, plus perplexe que jamais. Il ne quitta plus la maison, cet après-midi-là, et personne ne vint troubler sa solitude. À 8 heures, toutefois, je jugeais bon, quoiqu'il ne m'eût appelé, de lui apporter une chandelle et son souper. Il était appuyé sur le rebord d'une fenêtre ouverte, mais ce n'était pas dehors qu'il regardait. Son visage était tourné vers l'intérieur obscur. Il n'y avait plus dans la cheminée que des cendres. La pièce était envahie par l'air humide et doux du soir. Le ciel était voilé, le calme si parfait qu'on pouvait discerner non seulement le murmure du ruisseau, au bas de Gimmerton, mais son clapotis et son bouillonnement par-dessus les cailloux, ou entre les grosses pierres qu'il ne peut recouvrir. Je poussai une exclamation de mécontentement à la vue de l'âtre sinistre et me mis à fermer les fenêtres l'une après l'autre, en arrivant à celle qui l'occupait. « Faudrait-il que je ferme celle-là » demandai-je, pour attirer son attention, car il ne bougeait pas. Comme je parlais, la lumière tomba sur sa figure. Oh, monsieur Lockwood, je ne saurais vous dire le choc que je ressentis de cette vision passagère. Ces profonds yeux noirs, ce sourire, cette pâleur de spectre. Je crus voir, non pas monsieur Heathcliff, mais un fantôme. Dans ma terreur, je laissai pencher la chandelle vers le mur et me trouvai dans l'obscurité. « Oui, fermez-la, »
répondit-il de sa voix habituelle. Allons, voilà de la pure maladresse. Pourquoi teniez-vous la chandelle horizontalement? Faites vite, et apportez-en une autre. Je sortis en hâte, en proie à une terreur folle, et je dis à Joseph. Le maître désire que vous lui apportiez une lumière et que vous ranimiez le feu. Car je n'osais pas retourner dans la salle pour le moment. Joseph ramassa quelques tisons dans la pelle et partit, mais il les rapporta presque aussitôt, ainsi que le plateau sur lequel était le souper, en expliquant que M. Heathcliff allait se coucher et qu'il n'avait besoin de rien jusqu'au matin. Nous l'entendîmes en effet monter au même instant. Il ne se dirigeait pas vers sa chambre ordinaire, mais entra dans celle, au lit à panneaux, dont la fenêtre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est assez large pour qu'on puisse passer à travers. L'idée me vint qu'il méditait une autre expédition nocturne dont il préférait que nous n'eussions point de soupçons. Est-ce une goule ou un vampire, me demandai-je. J'avais lu des histoires sur ces hideux démons incarnés. Puis je fis réflexion que je l'avais soigné dans son enfance, que j'avais été témoin de son passage à l'adolescence, que je l'avais suivi pendant presque toute sa carrière, et que c'était une absurdité de céder à ce sentiment d'horreur. Mais d'où venait-il ce petit être noir recueilli par un brave homme pour sa ruine? Murmura la superstition au moment que je perdais conscience de la réalité en m'assoupissant. Moitié rêvant, je m'efforçais de lui trouver une origine vraisemblable. Reprenant les méditations auxquelles je m'étais livré éveillé, je repassais son existence, sous tous ses aspects effrayants. Enfin, je me figurais sa mort et ses obsèques. Le seul souvenir qui m'en reste, c'est que j'étais fort ennuyée parce que c'était à moi qu'incombait la tâche de composer l'inscription pour son monument, et que je consultais là-dessus le fossoyeur. Comme il n'avait pas de nom de famille, et que nous ne savions pas son âge, nous étions obligés de nous contenter du simple nom Heathcliff. Ce qui s'est vérifié, nous n'avons pu faire autrement. Si vous entrez dans le cimetière, vous ne lirez sur sa pierre tombale que ce mot et la date de sa mort. À l'aube, je retrouvai mon bon sens. Je me levai et descendis dans le jardin, dès qu'il commença de faire clair, pour voir s'il y avait des traces de pas sous sa fenêtre. Il n'y en avait pas. Il n'a pas bougé, pensai-je. Il sera dans son état normal aujourd'hui. Je préparai le déjeuner pour tout le monde, comme je faisais à l'ordinaire, mais je dis à Ayrton et à Catherine de ne pas attendre que le maître descendît, car il resta couché tard. Ils préférèrent déjeuner dehors, sous les arbres, et j'installai une petite table pour eux. Quand je rentrai dans la maison, je trouvai M. Heathcliff en bas. Il causait avec Joseph de choses concernant la ferme. Il donnait des instructions claires et minutieuses sur l'affaire en cause, mais il parlait vite, tournait continuellement la tête de côté, et avait toujours le même air excité, avec plus d'exagération encore. Quand Joseph quitta la salle, il s'assit à sa place habituelle, et je plaçai devant lui un bol de café. Il l'avança, puis appuya les bras sur la table, regarda le mur en face de lui, et examina une partie de haut en bas et de bas en haut, avec des yeux brillants, sans cesse en mouvement, et avec un intérêt si intense qu'il retenait parfois sa respiration pendant une demi-minute. « Allons !» m'écriai-je en poussant un morceau de pain contre sa main. « Mangez et buvez votre café pendant qu'il est chaud. Il y a près d'une heure qu'il attend sur le feu. » Il ne m'entendit pas, et pourtant il sourit. J'aurais mieux aimé le voir grincer des dents que de le voir sourire ainsi. « Monsieur Heathcliff, maître ?» criai-je. « Pour l'amour de Dieu, n'ouvrez pas ces grands yeux comme si vous aperceviez une vision surnaturelle. »« Pour l'amour de Dieu, ne criez pas si fort, » répliqua-t-il. « Regardez bien partout et dites-moi si nous sommes seuls. »« Sans doute nous sommes seuls. » Pourtant je lui obéis involontairement, comme si je n'en étais pas bien sûr. D'un geste, il déblaya la table devant lui et se pencha pour regarder plus à l'aise. Je m'aperçus alors que ce n'était pas le mur qu'il regardait, car en l'observant, je remarquai que ses yeux semblaient exactement dirigés vers une chose qui se serait trouvée à 2 mètres de lui. Quelle que fût cette chose, elle lui causait apparemment ensemble un plaisir et une douleur extrêmes. C'était du moins l'idée que je suggérais l'expression angoissée, cependant ravie de son visage. L'objet imaginaire n'était pas fixe, ses yeux le suivaient avec une activité infatigable, et même quand il me parlait, ne s'en détachait jamais. J'eus beau lui rappeler son jeûne prolongé, s'il faisait un mouvement pour se rendre à mes instances, s'il étendait la main pour prendre un morceau de pain, ses doigts se refermaient afin de l'atteindre et retomber sur la table, oublieux de l'objet qu'il voulait saisir. Je continuai avec une patience exemplaire, à essayer de détourner son attention de la vision qui l'absorbait. À la fin, il s'irrita et se leva en demandant pourquoi je ne le laissais pas choisir son moment pour prendre ses repas. Il ajouta que la prochaine fois, je n'aurais pas besoin d'attendre. Je n'aurais qu'à mettre sur la table ce qu'il fallait et m'en aller. Après avoir prononcé ces paroles, il sortit, descendit lentement le sentier du jardin et disparut par la barrière. Les heures s'écoulèrent dans l'anxiété. Un autre soir vint. Je ne me retirai pour reposer que tard et, quand je m'y décidai, je ne pus dormir. Il rentra à minuit passé et, au lieu de se mettre au lit, s'enferma dans la salle du bas. J'écoutais, je m'agitais, puis finalement je m'habillai et je descendis.
Il était trop pénible de rester couché, la cervelle torturée de 1000 craintes absurdes. Je distinguais le pas de M. Heathcliff, arpentant sans arrêt le dallage. Son silence était fréquemment interrompu par une profonde inspiration qui ressemblait à un gémissement. Il murmurait aussi des mots sans suite. Le seul que je pus saisir fut le nom de Catherine, joint à quelques termes passionnés d'amour ou de souffrance. Ces mots étaient prononcés comme s'ils se fussent adressés à une personne vivante, d'une voix basse et fervente, venant du fond de l'âme. Je n'eus pas le courage de pénétrer tout droit dans la salle, mais, comme je voulais tirer de sa rêverie, je m'attaquai au feu de la cuisine, le remuai et me mis à gratter les escarbilles. Le bruit l'attirait plus vite que je ne m'y attendais. Il ouvrit aussitôt la porte et dit « Nelly, venez ici. Est-ce déjà le matin ? Venez avec votre lumière. » « Voilà 4 heures qui sonnent, répondis-je. « Il vous faut une chandelle pour monter. Vous auriez pu en allumer une à ce feu. » « Non, je n'ai pas l'intention de monter. Entrez, allumez-moi du feu ici, et faites tout ce qu'il y a à faire dans la pièce. Il faut d'abord que je fasse rougir les charbons, avant que de pouvoir en apporter, répliquai-je, en prenant une chaise et le soufflet. Pendant ce temps, il errait çà et là, dans un état voisin de l'égarement. Ses profonds soupirs se succédaient si rapidement qu'il ne laissait pas de place entre eux à la respiration ordinaire. « Quand le jour viendra, j'enverrai chercher Green, dit-il. Je voudrais éclaircir avec lui quelques questions juridiques, pendant que je suis en état d'accorder une pensée à ses affaires et d'agir avec calme. Je n'ai pas encore fait mon testament. Je n'arrive pas à prendre une décision sur la façon de disposer de mes biens. Je voudrais pouvoir les supprimer de la surface de la terre. »« Il ne faut pas parler ainsi, monsieur Heathcliff, interrompis-je. Attendez un peu pour votre testament. Vous aurez encore le temps de vous repentir de vos nombreuses injustices. Je n'aurais jamais pensé que vos nerfs puissent devenir malades. Ils le sont pourtant pour le moment, et sérieusement. Et par votre faute seule. La façon dont vous avez passé ces 3 derniers jours aurait abattu un titan. Prenez quelque nourriture et quelques repos. Vous n'avez qu'à vous regarder dans une glace pour voir que vous en avez besoin. Vos joues sont creuses et vos yeux injectés de sang. Vous êtes comme une personne qui meurt de faim et qui perd la vue par manque de sommeil. Ce n'est pas ma faute si je ne puis ni manger ni me reposer. Je vous assure que ce n'est pas volontaire. Je le ferai dès que ce me sera possible. Mais vous pourriez aussi bien inviter un homme qui se débat dans l'eau à se reposer quand il est à la longueur de bras de la rive. Il faut que je l'atteigne d'abord, et alors je me reposerai. Soit. Ne parlons plus de M. Green. Quant à me repentir de mes injustices, je n'ai pas commis d'injustice, et je ne me repens de rien. Je suis trop heureux. Et cependant, je ne suis pas encore assez heureux. La béatitude de mon âme tue mon corps, mais ne se satisfait pas elle-même. Heureux, maître ? Étrange bonheur. Si vous vouliez m'écouter sans vous fâcher, je pourrais vous donner un conseil qui vous rendrait plus heureux. Quel est-il ? Donnez-le. Vous n'ignorez pas, monsieur Heathcliff, que depuis l'âge de 13 ans, vous avez mené une vie égoïste et peu chrétienne. Il est probable que, durant cette période, vous n'avez, pour ainsi dire, jamais tenu une Bible entre vos mains. Vous devez avoir oublié ce qu'il y a dans ce livre. Et vous n'avez peut-être pas le temps de l'y rechercher. Quel inconvénient y aurait-il à envoyer quérir quelqu'un, un ministre d'une secte quelconque, peu importe laquelle, pour vous l'expliquer, vous montrer combien vous êtes écarté de ses préceptes et combien vous seriez indigne de son ciel, si un changement ne se produit pas en vous avant votre mort. Je ne suis pas fâché, et vous suis plutôt obligé, Nelly, car vous me faites penser à la manière dont je désire être enterré. Je veux être porté au cimetière le soir. Arrêtonnez-vous pourrez, si vous le voulez, m'accompagner. Faites tout particulièrement attention que le fossoyeur suive mes instructions au sujet des 2 cercueils. Il n'est besoin d'aucun ministre ni d'aucune parole prononcée sur ma tombe. Je vous dis que j'ai presque atteint mon ciel. Celui des autres est pour moi sans valeur et sans attrait. Et à supposer que vous persévériez dans votre jeûne obstiné, que vous en mouriez, et qu'on refuse de vous enterrer sur le terrain de l'église, dis-je, choqué de son indifférence irreligieuse. Cela vous plairait-il ? On ne fera pas cela. En pareil cas, toutefois, il faudrait que vous me fissiez transporter secrètement. Si vous y manquiez, vous éprouveriez pratiquement que les morts ne sont pas anéantis. Dès qu'il entendit remuer les autres habitants de la maison, il se retira dans sa tanière, et je respirai plus librement. Mais l'après-midi, pendant que Joseph et Ayrton étaient à l'ouvrage, il reparut dans la cuisine, et d'un air égaré, me pria de venir lui tenir compagnie dans la salle. Il avait besoin de quelqu'un avec lui. Je déclinai l'invitation, en lui disant franchement que ses propos et ses manières étranges m'effrayaient, et que je n'avais ni le courage, ni la volonté de rester seule avec lui. « Je crois que vous me prenez pour un démon, » dit-il avec son rire sinistre. Un être trop horrible pour vivre soit un toit honnête. Puis, se tournant vers Catherine, qui était là et qui s'était dissimulée derrière moi à son approche, il ajouta, moitié raillant. « Et vous ?
Vous voulez venir, ma poulette ? Je ne vous ferai pas de mal, non. Pour vous, je suis devenue pire que le diable. Voyons, il y en aurait bien une qui ne reculerait pas à l'idée de me tenir compagnie. Par Dieu. Elle est impitoyable. Oh, damnation. C'est plus que ne peut supporter la nature humaine, même la mienne. Il ne sollicita plus la société de personne. Au crépuscule, il regagna sa chambre. Pendant toute la nuit et une bonne partie de la matinée, nous l'entendîmes gémir et se parler à soi-même. Ayrton aurait voulu entrer, mais je lui dis d'aller quérir M. Kenneth, qui viendrait l'examiner. Quand Kenneth arriva, je demandai à l'introduire et j'essayai d'ouvrir la porte. Je la trouvai fermée à clé et Heathcliff nous envoya au diable. Il allait mieux et voulait qu'on le laissât seul. Le docteur se retira. Le soir qui suivit fut très humide. Il plut à verse jusqu'au point du jour. En faisant ma ronde matinale autour de la maison, j'observai que la fenêtre du maître était grande ouverte et que la pluie fouettait à l'intérieur. Il n'est pas possible qu'il soit dans son lit, pensai-je. Il serait complètement trempé. Il faut qu'il soit levé ou sorti. Mais je ne vais plus faire de façon, je vais aller voir ardemment. Ayant réussi à entrer avec une autre clé, je courus au panneau pour les ouvrir, car la chambre était vide. Je me hâtai de les écarter et regardai à l'intérieur. M. Heathcliff était là, étendu sur le dos. Ses yeux rencontrèrent les miens, si perçants et si farouches que je tressaillis. Puis il parut sourire. Je ne pouvais pas le croire mort. Mais son visage et sa gorge étaient balayés par la pluie. Les draps dégoûtaient, et il était parfaitement immobile. La fenêtre qui battait lui avait écorché une main qui était appuyée sur le rebord. Le sang ne coulait pas de la plaie et, quand j'y portai les doigts, je n'en pus plus douter. Il était mort et roide. J'assujettis la fenêtre, j'écartai de son front ses longs cheveux noirs. J'essayai de lui fermer les yeux pour éteindre, s'il était possible, avant que personne d'autre pût le voir, ce regard d'exultation effrayant qui donnait l'impression de la vie. Ses yeux refusèrent de se fermer. Ils avaient l'air de ricaner à mes efforts. Ses lèvres béantes, ses dents aiguës et blanches ricanaient aussi. Prise d'un nouvel accès de lâcheté, j'appelai Joseph. Joseph monta entraînant la jambe et fit du vacarme, mais refusa d'intervenir. « Le diable a emporté son âme !» cria-t-il. « Et il peut bien prendre sa carcasse par-dessus le marché, pour ce que je m'en soucions. Et y a-t-il l'air mauvais à ricaner ainsi à la mort ?» Et le vieux pêcheur ricana par dérision. Je crus qu'il allait faire des gambades autour du lit, mais tout à coup il se calma, tomba à genoux, leva les mains et rendit grâce au ciel de ce que le maître légitime et la vieille lignée fussent réintégrés dans leurs droits. Je me sentais étourdi par ce terrible événement. Ma mémoire se reportait malgré moi vers les temps passés avec une sorte de tristesse oppressive. Mais le pauvre Ayrton, celui qui avait été le plus maltraité, fut le seul qui souffrit réellement beaucoup. Toute la nuit, il resta assis à côté du cadavre, versant des larmes avec un chagrin sincère. Il pressa sa main, embrassait la figure sarcastique et sauvage dont tout le monde se détournait. Et il le pleurait avec cette douleur profonde qui jaillit naturellement d'un cœur généreux. Fut-il dur comme de l'acier trempé. Monsieur Kenneth fut embarrassé pour se prononcer sur les troubles qui avaient causé la mort du maître. Je tins caché le fait qu'il n'avait rien avalé depuis 4 jours, de crainte d'amener des ennuis. Je suis d'ailleurs persuadé qu'il n'avait pas jeûné volontairement. C'était la conséquence, et non la cause, de son étrange maladie. Au scandale de tout le voisinage, nous l'enterrâmes comme il l'avait désiré. Earnshaw, moi, le fossoyeur, et 6 hommes pour porter le cercueil formaient toute l'assistance. Les 6 hommes se retirèrent quand ils eurent déposé le cercueil dans la fosse. Nous restâmes pour le voir recouvrir. Ayrton, la figure baignée de larmes, arracha des mottes vertes et les plaça sur lui, sur la terre brune. Maintenant, la tombe est aussi unie et verdoyante que ses voisines, et j'espère que celui qui l'occupe dort aussi profondément que ses voisins. Mais les gens du pays, si vous les interrogez, vous jureront sur la Bible qu'ils se promènent. Il y en a qui prétendent l'avoir rencontré près de l'église, ou sur la lande, ou même dans cette maison. Comte à dormir debout, diriez-vous. Et moi aussi. Pourtant, le vieillard qui est là-bas, au coin du feu dans la cuisine, affirme qu'il les a vus tous deux, regardant par la fenêtre de la chambre, à chaque nuit pluvieuse depuis la mort de Heathcliff. Une chose curieuse m'est arrivée il y a environ un mois. J'allais un soir à la grange, il faisait sombre, l'orage menaçait, et juste au tournant des hauts, je rencontrai un petit pâtre qui poussait devant lui, et une brebis et 2 agneaux. Il pleurait à chaudes larmes. Je supposais que les agneaux étaient rebelles et ne voulaient pas se laisser conduire. « Qu'y a-t-il, mon petit homme » demandai-je. « Heathcliff et une femme sont là-bas, sous la pointe du rocher, » répondit-il en sanglotant. « Et je n'ose pas passer à côté d'eux. » Je ne vis rien, mais ni lui ni son troupeau ne voulurent avancer, et je lui dis de prendre la route du bas. Il est probable que, pendant qu'il traversait la lande, il avait fait naître lui-même ses fantômes en pensant aux sottises qu'il avait entendues répéter par ses parents et par ses camarades. Quoi qu'il en soit, maintenant encore je n'aime pas être dehors quand il fait nuit, et je n'aime pas rester seul dans cette triste maison.
C'est une impression que je ne peux pas surmonter. Je serai heureuse quand ils partiront d'ici pour aller à la grange. Ils vont donc aller à la grange, dis-je. Oui, dès leur mariage, qui aura lieu au jour de l'an. Et qui habitera ici alors? Joseph prendra soin dans la maison et aura peut-être un garçon pour lui tenir compagnie. Ils vivront dans la cuisine et le reste sera fermé. À l'usage des fantômes qui voudront l'occuper, observai-je. Non, monsieur Lockwood, dit Nelly en secouant la tête. Je crois que les morts reposent en paix, mais il n'est pas bien de parler d'eux avec légèreté. À ce moment-là, la barrière du jardin tourna sur ses gonds, les promeneurs revenaient. Ils n'ont peur de rien, eux, grommelai-je, surveillant par la fenêtre leur arrivée. Ensemble, ils braveraient Satan et ses légions. Comme ils franchissaient le seuil et s'arrêtaient pour jeter un dernier regard sur la lune, ou plus exactement pour se regarder l'un l'autre à sa lueur, je me sentis une fois de plus irrésistiblement poussé à les fuir. Je glissai un souvenir dans la main de Madame Dean, et, sans prendre garde à ses remontrances sur ma brusquerie, je disparus par la cuisine au moment où ils ouvraient la porte de la salle. J'aurais ainsi confirmé Joseph dans sa croyance au frais d'Éden de la brave femme, si par bonheur l'agréable tintement d'un souverain tombant à ses pieds ne lui eût fait reconnaître en moi une personne respectable. Mon retour à Froscroche Grange fut allongé par un détour que je fis dans la direction de l'église. Quand je fus sous ses murs, je m'aperçus que son délabrement avait fait des progrès sensibles en 7 mois. Plusieurs fenêtres n'étaient plus qu'un trou noir béant, dépourvu de vitrage. Çà et là, des ardoises faisaient saillie sur les lignes droites du toit, prêtes à être peu à peu emportées par des bourrasques de l'automne qui approchait. Je cherchai et découvris bientôt les 3 pierres tombales sur la pente près de la lande. Celle du milieu, grise, et à moitié ensevelie sur la bruyère. Celle d'Edgarlinton, ornée seulement de l'herbe et de la mousse qui s'accroissait à son pied. Celle de Heathcliff, encore nue. Je m'attardai autour de ces tombes, sous ce ciel si doux. Je regardais les papillons de nuit qui voltigeaient au milieu de la bruyère et des campanules. J'écoutais la brise légère qui agitait l'herbe, et je me demandais comment quelqu'un pouvait imaginer que ceux qui dormaient dans cette terre tranquille eussent un sommeil troublé.